pour commencer, un premier point sur les enjeux avec quelques chiffres. Donc il faut savoir qu'actuellement, il y a 15 milliards à peu près d'objets connectés dans le monde. Selon plusieurs études, ce chiffre va être multiplié par 10 en 2050. Concrètement, ça veut dire qu'en moyenne, on aura à peu près 6 objets connectés par personne dans le monde en 2020. Donc ce chiffre montre que le numérique bouleverse et va continuer à bouleverser nos vies, comme le smartphone l'a fait. Et il va se passer la même chose dans le bâtiment, avec l'arrivée de nombreux objets connectés. On voit déjà l'arrivée de thermostats connectés, d'interfaces vocales, de capteurs de toutes sortes sur la qualité de l'air, sur l'énergie, sur de nombreux sujets en lien avec l'environnement notamment. Donc le numérique, il amène également à modifier notre façon de travailler. On voit désormais qu'il y a très peu de personnes qui peuvent travailler sans avoir une bonne connectivité. On s'en sert dans la vie de tous les jours, on s'en sert au travail pour des outils collaboratifs, pour nos mails, pour des visioconférences. Et donc il est très important que le bâtiment bénéficie d'une bonne connectivité pour être en mesure d'apporter des services. Également un sujet important, le bien-être. Donc il y a très nombreuses études qui montrent qu'il y a un lien, une causalité entre les services numériques qui sont proposés aux occupants et le bien-être des occupants et du coup la productivité des organisations. Donc c'est un point qui est important et qui fait également une passerelle entre nos labels, parce qu'on développe un label sur la qualité de vie au travail qui s'appelle Osmose, et le bien-être est un sujet commun entre ces deux labels. Dernier point sur la sécurité numérique. Donc sur ce point-là, le constat est double. On remarque qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui subissent des cyberattaques et que ces cyberattaques sont de plus en plus fortes, qu'elles sont de plus en plus nombreuses sur chaque entreprise. Donc ici, le point, ça va être de dire de ne pas faire peur sur ce thème, mais de montrer simplement qu'il y a des moyens de se protéger efficacement contre ces attaques. Donc pour nous, l'équation, elle est simple, c'est plus il y a de numérique dans un bâtiment, plus il doit y avoir de protection numérique sur ce bâtiment. Donc tous ces quelques constats qu'on voit sur le monde du numérique nous impliquent de repenser la façon dont on conçoit, dont on construit, dont on exploite et dont on utilise le bâtiment. Pour resituer la démarche R2S, donc ce slide permet de mettre en avant que le bâtiment connecté et communicant est une démarche qui se construit pas à pas. Donc on a identifié 3 marches pour ce bâtiment connecté et communicant. Donc la première marche, c'est le bâtiment connecté. L'idée ici, c'est de dire que s'il n'y a pas de connectivité, il n'y a pas de service. Donc ce point constitue pour nous le socle, la première brique, l'étape nécessaire pour être en mesure d'avoir des services dans le bâtiment. La deuxième étape, c'est le bâtiment connecté et communicant, qui est la marche atteinte par le label R2S. Donc en plus de la connectivité, on va avoir un bâtiment qui regroupe les moyens techniques et organisationnels pour devenir une plateforme de services, pour être en capacité de fournir des services. Donc il regroupe un certain nombre de thèmes qu'on verra juste après. Et la dernière étape, c'est le bâtiment serviciel. Donc c'est un bâtiment qui est une plateforme de services et qui permet d'avoir des services aux occupants, de prodiguer des services aux occupants et des services au bâtiment. La question qu'on peut se poser quand on voit ces 3 marches, c'est pourquoi est-ce que le R2S n'est pas directement à la 3e étape? La réponse, elle est simple, c'est que quand on parle de bâtiment, on parle de plusieurs typologies de bâtiments, de plusieurs activités de bâtiments. Et il ne peut pas y avoir les mêmes services sur un bâtiment logistique, par exemple, que sur un campus. Donc, on ne souhaite pas imposer des services en particulier sur les bâtiments. C'est pour ça qu'on laisse libre choix à la maîtrise d'ouvrage d'adapter, de contextualiser le service qu'il souhaite mettre en place sur son bâtiment. Une question importante, au final on parle de bâtiment connecté et communicant depuis tout à l'heure, mais à quoi ça sert le bâtiment connecté et communicant? Pourquoi est-ce qu'on veut faire un bâtiment connecté et communicant? Donc une première raison, c'est que le bâtiment connecté et communicant va amener à une remise en cause de la gestion technique du bâtiment, de comment on conçoit un bâtiment, on vient de le voir, de comment on organise le bâtiment, de la gouvernance au sein du bâtiment. Mais il va également y avoir un bouleversement du modèle économique sur le bâtiment connecté et communicant. Donc on va passer d'un modèle qui tire sa valeur d'un produit à un modèle qui tire sa valeur de l'écosystème qu'il permet de construire. Donc il s'agit ici de tirer parti de la contribution des utilisateurs du bâtiment. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple concret, Instagram a été vendu 1 milliard à Facebook, non pas grâce à la contribution de ses 13 employés, mais grâce à la contribution des 30 millions d'utilisateurs qui ont alimenté l'écosystème Instagram.
Donc il en va de même pour le bâtiment connecté et communicant qui deviendra une plateforme. Et grâce à la valeur d'usage, on pourra tirer une valeur de l'ensemble de la contribution des utilisateurs et des entreprises qui proposent des services sur le bâtiment. Donc un point primordial, on en parlait juste avant, sur la sécurité des données, Emmanuel en a parlé juste avant, le but c'est d'avoir un cadre de confiance du bâtiment. Donc la sécurité numérique, ça peut fortement, on l'a vu dans l'actualité, impacter l'activité des entreprises. Et donc grâce à ce cadre de confiance numérique qui va être offert aux occupants, on va avoir un bâtiment qui sera beaucoup plus sécurisé à la fois techniquement, mais également sur le plan de la gouvernance. On va rentrer dans le détail juste après sur ce sujet. Contribuer à la transition environnementale, donc c'est un point qui est important aussi. L'idée ici, c'est de dire que le bâtiment R2S contribue à la transition environnementale, que la transition numérique, n'empêche pas la transition environnementale, mais au contraire accompagne cette transition. Donc déjà de par la conception du bâtiment, on valorise une énergie qui est plus responsable, avec par exemple des facilités de réaménagement en cas d'arrivée d'un nouveau preneur. Nous rendons également possible la mise en place d'un service de suivi des consommations énergétiques pour maîtriser davantage ces consommations. Également l'utilisation de fiches environnementales PEP, donc c'est Profil Environmental Product, qui sont des fiches sur le profil environnemental des équipements qui seront mis en place dans le bâtiment. Donc tout cela contribue à ce que la technologie qui est présente dans le bâtiment ne soit pas plus consommatrice mais plus responsable. Optimiser l'exploitation. Dans le bâtiment R2S, on va penser la conception de manière à optimiser l'exploitation. Donc par exemple avec une adaptabilité des câblages pour les futurs preneurs, j'en parlais juste avant. Pour les bâtiments en construction, en exploitation, il y aura l'interopérabilité qui permettra d'adapter, d'ouvrir le système pour que les bâtiments soient capables de fournir des services demain. Le bâtiment connecté et communicant, le bâtiment R2S, prend également en compte le BIM afin d'avoir une planification qui soit une planification plus efficiente, plus opérationnelle, et également le BIM pour maintenir les performances du bâtiment à sa livraison. Apporter plus de services, donc ici il faut imaginer le bâtiment comme une sorte de smartphone géant. Donc le téléphone est smart et a de la valeur parce qu'il est capable de fournir des applications. Donc on remarque qu'on a besoin maintenant des applications qui sont fournies par le téléphone. Et justement c'est la même chose dans le bâtiment, où le bâtiment sera smart et aura de la valeur parce qu'il sera en capacité de fournir des services numériques. Donc mieux intégrer le bâtiment dans le territoire. Il est important de noter que quand on construit un bâtiment connecté et communicant, il y a le mot communicant. Donc ça veut dire que le bâtiment sera capable de communiquer avec l'extérieur, avec l'environnement, avec les autres bâtiments, avec les infrastructures, afin de s'intégrer dans une démarche de ville durable et intelligente. Et tous ces éléments-là contribuent à accroître l'attractivité du bâtiment. Serge l'a dit juste avant, c'était la loi des 3 L, le lieu, le lieu, le lieu. Et nous, notre croyance, ce qu'on pense, c'est que demain, les bâtiments seront différenciés grâce à toute la technologie qu'on va mettre dedans, à l'interopérabilité, à tous les services numériques qui seront incorporés à l'intérieur. Donc, il est important aussi également de noter que comme l'ensemble des labels et des certifications qui sont bâtis par Certiva, ces labels et certifications sont co-construits avec l'ensemble des acteurs de la démarche. Alors comment fonctionne cette co-construction? Dans un premier temps avec la SBA et HQE, l'Alliance HQE-GBC. Donc il y a eu de très nombreux groupes de travail pour réfléchir à comment est-ce qu'on allait, quels allaient être les thèmes, quelles allaient être les exigences, comment on allait orienter tous ces éléments-là. Donc ça a été vraiment très intéressant. Ensuite, un focus group qui est un groupe d'avis qui nous a permis de comprendre davantage quelles étaient vos attentes et vos besoins sur le label. Également un appel à commentaires où on a mis en ligne le référentiel pour recevoir l'ensemble de vos remarques et on a modifié le référentiel en conséquence. Et pour finir, 12 opérations pilotes. Donc une fois qu'on avait bâti ce référentiel avec des groupes de travail, on a testé concrètement le référentiel sur le terrain avec 12 opérations. Donc on a sélectionné des opérations qui étaient diversifiées, à la fois dans leur positionnement géographique, mais également dans leur phasage. On a pris des bâtiments en construction, en exploitation, en rénovation, pour coller au plus près des attentes et de tous les cas.
Donc ça a été un travail de longue haleine et on en a tiré de très nombreux enseignements. Donc là, je mets quelques-uns de ces enseignements. Un premier enseignement qu'on peut tirer, c'est sur la compréhension et la simplification. On s'est rendu compte que le numérique, on avait besoin de beaucoup de pédagogie et de simplification, qu'on avait besoin d'une montée en compétences des différents acteurs du bâtiment connecté et communicant. Donc pour ça, on a travaillé sur la lisibilité et la compréhension des exigences de ce qu'on demandait pour qu'il n'y ait pas différentes interprétations possibles dans les exigences, dans les thèmes du label. L'optimisation des niveaux d'exigence, donc ici on a recalibré les niveaux d'exigence par rapport aux différents cas qu'on a rencontrés. Parfois les exigences étaient un peu trop élevées, des fois un peu trop basses, des fois les prérequis qui sont des exigences obligatoires étaient pas forcément bien calibrés. Donc on a retravaillé tout ça pour que ça colle le plus possible à la réalité du terrain. Et également un point qui est important sur la précision du périmètre. Donc il y a très nombreuses... il y a des exigences qui relèvent du bâti, des exigences qui relèvent du preneur. Et on a vu que pendant les pilotes, il y avait parfois des exigences où il y avait une incompréhension sur le périmètre du R2S. Donc on a travaillé à la redéfinition de ce périmètre pour qu'il soit davantage compris par les différents acteurs du bâtiment. Donc je vous présente le cadre de définition du bâtiment connecté, solidaire et humain qui a été élaboré par l'association HBA et l'alliance HQE-GBC et qui propose du coup une définition au bâtiment connecté et communicant. Donc il a été porté par le ministère de la Cohésion des Territoires, signé par une centaine d'acteurs et porté au CIMI en 2017. Donc quel est le message, la philosophie derrière ce schéma? C'est de dire que le bâtiment connecté et communicant, il n'est pas connecté et communicant pour la prouesse technologique. Mais il est connecté parce que ça permet aux entreprises et aux salariés de tirer parti des nouvelles formes de travail, des nouveaux usages, des nouveaux services, qu'il doit être connecté pour s'adapter à ses usagers, à l'évolution des besoins, et qui doit être communicant pour pouvoir interagir avec son environnement et constituer une plateforme de service pour s'inscrire dans la ville durable et intelligente. Alors, cette définition, qu'est-ce qu'elle nous dit? On remarque qu'il y a 3 catégories. Donc, il y a dans un premier temps les principes techniques qui correspondent aux 3 thèmes qui sont en dessous. J'ai pris un peu d'avance. Donc, les 3 thèmes techniques, connectivité, équipement interface et architecture réseau. Il y a également 2 thèmes qui traitent de la gouvernance, qui sont la sécurité numérique et le management responsable, et la finalité, les services pour le bâtiment et ses occupants. Donc, je vais détailler un tout petit peu plus ces thèmes. Donc, on va commencer par la connectivité. Comme on l'a dit précédemment, la connectivité, c'est vraiment le socle sur lequel on se base, sur lequel dépendent les autres thèmes pour pouvoir être en capacité d'avoir des services. Donc, pour chaque thème, je vais expliquer, donner des exemples rapidement de ce qui est compris dedans. Donc, par exemple, dans la connectivité, on va traiter de la qualité du câblage et des réseaux sans fil qui sont présents. Par exemple, avec la couverture Wi-Fi et GSM présents dans le bâtiment. On va traiter également de l'adaptabilité du câblage pour qu'il n'y ait pas de modifications, pas ou peu de modifications et de réaménagement de l'ensemble des câbles à chaque fois qu'on change de preneur. On valorise également la redondance du câblage pour assurer une continuité de service. Quand je parle de valoriser, c'est un point essentiel. Ça signifie un niveau à point. Ce ne sont pas des exigences qui sont obligatoires pour l'obtention du label. Et finalement, il y a également des exigences qui sont liées à la protection des câblages. L'architecture réseau, donc on a vu ce qu'il y avait dans les câbles, maintenant on va regarder ce qui circule dans ces câbles. Donc ce thème touche à l'existence d'un réseau smart. Synthétiquement, un réseau smart qui est défini de manière plus précise dans le référentiel, c'est un réseau Ethernet IP. Il s'agit de la colonne vertébrale du bâtiment sur lequel va circuler ce qu'on a appelé le 4e fluide du bâtiment. Ce sont les données. Donc concrètement, sur la 2S, on va demander déjà à définir ce réseau smart, le périmètre du réseau smart sur lequel on va se baser pour évaluer le bâtiment. Donc on va évaluer notamment la gestion et l'administration de ce réseau smart, sa capacité de résilience pour assurer une continuité de service, le fait par exemple que le bâtiment dispose de fonctions pour prioriser le trafic, et le temps d'intervention pour le rétablissement de la connectivité Internet. Équipement et interface, donc on arrive au thème qui constitue le
le cœur du label. Donc une fois qu'on a défini ce qu'il y avait, les câblages et circuits à l'intérieur, maintenant on va s'intéresser à l'interopérabilité des systèmes, donc qui est davantage lié à l'informatique. Donc il s'agit de la capacité d'un système informatique à fonctionner avec des systèmes existants au futur. Donc une des problématiques que rencontre le bâtiment, c'est que quand on construit un bâtiment, on travaille, on agit sur du temps long, alors que quand on agit sur l'innovation, quand on fait de l'innovation, on peut agir sur un temps court et il se peut que les technologies soient rapidement obsolètes. Donc grâce à l'interopérabilité, on va concilier ce temps long de construction du bâtiment avec ce temps court de l'innovation. Donc par exemple, dans ce thème, on va évaluer la capacité des équipements à s'interfacer avec le réseau Smart dont on parlait juste avant. On valorise également le fait que les interfaces de programmation, les API, soient documentées. On traite de la maquette numérique, si elle existe, avec le fait d'évaluer que les équipements communicants y soient rattachés, ainsi que les conditions d'accès aux données. La sécurité numérique, donc une fois qu'on a posé les bases de la technique, on va regarder comment est-ce qu'il faut protéger ce bâtiment connecté et communicant. Donc à la fois sur les solutions techniques, mais également en termes d'organisation. Donc vous l'avez compris, il y a deux volets sur ce thème sécurité numérique. Il y a à la fois une première partie qui traite de la sécurité des réseaux, des systèmes, des applications, avec par exemple des mécanismes d'authentification, protection contre des logiciels malveillants, le chiffrement des communications. Et la seconde partie, le second volet de ce thème sécurité numérique est davantage porté sur la gouvernance et l'organisation, avec la prise en compte du RGPD, Règlement général sur la protection des données dont vous avez sûrement entendu parler, également des procédures de traitement sur les chaînes d'incidents et d'alerte. Donc pour permettre d'encadrer l'ensemble des thèmes qu'on a vus précédemment, et afin d'accompagner la mise en place de ces thématiques, on va mettre en place un management responsable. Donc ce management, il comprend plusieurs éléments. À la fois une gouvernance de projet, où on va retrouver des exigences liées à la gestion de projet qu'on a sur les certifications HQE et sur les autres labels de Certivea. On a des éléments sur la propriété des données, sur le cadre de contractualisation des services, et également sur les qualités associées du bâtiment, qui sont des éléments qui sont redondants entre certaines certifications et labels de Certivea. Je parlais du lien entre R2S et Osmose juste avant. Il y a également des liens entre R2S et HQE, notamment au niveau des ondes électromagnétiques et des fiches environnementales. L'ensemble des thèmes qui ont été vus précédemment concourent à la mise en place des services numériques au sein du bâtiment. Donc, comme on l'a dit précédemment, on ne demande pas la mise en place d'une multitude de services. On demande simplement, ce n'est pas obligatoire, avec des points, la mise en place d'une plateforme de suivi des consommations énergétiques. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi les consommations? Pourquoi est-ce qu'on a choisi l'énergie? Parce qu'il nous paraissait que c'était un enjeu qui était commun à l'ensemble des typologies et des activités du bâtiment et qui est en accord avec le cœur de métier de Certivea qui traite à la base de développement durable et qui est également en lien avec la plupart des enjeux nationaux, européens et internationaux sur la réduction des consommations énergétiques. Donc, qui est concerné par le R2S? Donc, il concerne les bâtiments non résidentiels, donc ça peut être de l'enseignement, du commerce, du bâtiment de bureau. Il fonctionne en construction ou en rénovation, jusqu'en exploitation. Donc quand on est en construction et qu'on s'engage en conception, on doit aller à minima jusqu'à la réalisation. On peut également s'engager uniquement en phase réalisation. Si on s'engage en exploitation, on a la possibilité d'avoir un cycle de 1 ou de 3 années pour suivre le bâtiment dans la durée. Et ce cycle de 3 ans fonctionne de la façon suivante. Donc on a une vérification sur site dans un premier temps, puis une analyse documentaire de façon à s'assurer que ce qui a été mis en place sur le bâtiment fonctionne toujours. Au niveau de la notation du label R2S, donc, on doit être labellisé sur l'ensemble des thèmes qui ont été vus précédemment. On a travaillé du coup, comme je l'avais dit avant, sur l'ensemble des prérequis et on arrive à moins de 10 prérequis. On a 4 niveaux qui sont le niveau base où on demande du coup la validation de l'ensemble des prérequis avec au moins 20% sur la note finale.
Et ensuite, ça augmente de 20 en 20% jusqu'à avoir 3 étoiles et 80% des points. Au niveau des services qui sont proposés dans la démarche, parce que la démarche R2S, donc c'est une labellisation dont on vient de parler, mais c'est également une évaluation, une formation et un benchmark. Donc l'évaluation, c'est si avant d'entrer en phase de labellisation, vous souhaitez vous évaluer sur l'ensemble des thématiques ou certaines thématiques, vous en avez la possibilité grâce à ISIA, qui est notre plateforme numérique. Il y a également des services de formation et de benchmark qui viendront dans un second temps. Et du coup, pour finir, vous avez des supports qui sont disponibles afin d'entrer plus précisément dans cette démarche R2S, de la comprendre et l'approfondir. Donc on a une plaquette qui vous a été distribuée et qui était sur vos sièges, qui reprend les principaux points du label R2S au niveau du process de labellisation, au niveau des principaux de tous les thèmes qui sont évoqués. On a également un mode d'emploi où on a voulu être pédagogique et rentrer un peu plus précisément dans ce qui est demandé sur les exigences, avec la description des exigences, des bénéfices par exigence. On a des business cases qui vont venir dans un second temps sur le site internet où on décrit les projets, dans un premier temps les projets pilotes qui ont été labellisés, où on parle de leurs principales caractéristiques. Ces éléments seront disponibles sur le site de Certivea que je vous encourage à visiter, r2s.certivea.fr. Et pour finir sur les documents qui sont disponibles, du coup à la fin de l'événement, vous aurez un livre blanc qui vous sera distribué qui met en avant la démarche, la vision qu'on a du bâtiment connecté et communicant avec plusieurs interviews des pilotes, de la SBA, de l'Alliance HQE et du coup qui est disponible à la fin de la conférence, comme je l'ai dit, sur le numérique au service des occupants et du bâtiment.